Vegapunk refuse de tuer. Ça, faut le noter. Vegapunk refuse de tuer Kuma. Et toute sa vie, tous les 2 ans là, où il va taffer sur le corps de Kuma, il aura dans sa tête, je ne veux pas le tuer, je ne veux pas le tuer, je veux pas être un meurtrier, ce n'est pas moi. Donc forcément, il a dû quand même réfléchir. Ouais, je fais Vegapunk, homme le plus intelligent dans le monde, mais il va pas se dire, est-ce que je pourrais trouver un moyen de pouvoir lui enlever sa conscience, mais de pas le tuer. Et du coup, je pense qu'il a trouvé ce moyen-là, et que c'est ce que Oda est en train de construire depuis 2 tomes. Probable. D'ailleurs, là, avec le flashback de Kuma, je trouve que Saturne, on commence à avoir énormément d'informations sur lui. Et à chaque fois qu'on a des informations sur lui, sur les ordres qu'il a donnés, etc., toutes les fois où il a discuté et tout, il est tout seul. Il donne ses ordres tout seul. Il s'occupe de ses affaires tout seul, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et quand on voit l'implication qu'il a dans la manière de gérer le domaine scientifique, Vegapunk, les armes de l'armée je sais pas, le SSJ, je crois que ça s'appelle. Quand on voit toute l'implication qu'il a et le rôle de leader dans cette branche militaire, je trouve ça, la militaire scientifique du coup, je trouve ça hyper bien fait de la part d'Oda, et ça ne m'étonnerait même pas qu'on ait exactement les mêmes constructions pour tous les autres. Donc Oda nous a donné Dieu militaire de scientifique, tu vois. Il nous a donné aussi agriculture. Là, je vais les chercher comme ça, au moins je pourrais théoriser là-dessus. Mais il a donné énormément euh, d'informations par rapport au Gorosei. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Je trouve ça quand même pas mal, même hyper bien fait. Donc là, si je devais vous résumer vite fait les informations que j'ai sous les yeux, je vais les mettre en grand histoire que vous puissiez les voir. En plus, là, pour une fois, je peux vous les montrer, tu vois. Alors, Imusama et les 5 doyens. Donc on a qui? On a donc Sanjay Garcia Saturne, dieu de la défense scientifique, dieu militaire de la défense scientifique. Ensuite, on a Saint Marcus Mars, donc là c'est le plus grand pour moi. Lui, c'est environnement. Environnement. Donc pensez à son intérêt qu'il pourrait avoir pour le gouvernement mondial, l'environnement, contrôle du climat, ouais, imaginez. Là pour moi, tu vois, par exemple, je sais pas moi, les attaques type du ciel, tu vois. Je pense que c'est pour ça, ça pourrait être lui qui gère ça. Attends, tu sais quoi, je vais essayer de trouver la page en français. Voilà. On va le mettre en grand parce que. Où est la page? Où est l'image? Ils veulent pas me mettre l'image. Ok, donc là on a la présentation. Voilà. Donc on a Saint Marcus Mars, donc Conseil des 5 doyens, 2 dieux militaires et guerriers, dieu guerrier de l'environnement. Parce que moi je les avais en mode dieu militaire, mais du coup c'est dieu guerrier. Dieu guerrier de l'environnement. Donc déjà juste pour les gens qui pensent que le Gorosei ne sont pas des combattants, regardez leur intitulé, c'est des dieux guerriers. En anglais c'est marqué warrior, donc clairement ça montre à quel point ils sont puissants. Et en plus, d'après leur ancienneté, sachant qu'il n'a pas pris une ride depuis 38 ans, depuis les événements de God Valley, demandez-vous comment ça se fait. Et aussi, on a vu aussi la puissance qu'il avait, la puissance de régénération. Il a pu réabsorber son sang et soigner sa blessure. Donc réfléchissez à tout ça et dites-vous que ça pourrait faire des antagonistes finaux les plus importants. Sachant qu'on sait qu'il y a l'opération de Jouvence, et si Oda a placé l'opération de Jouvence dans le manga, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait. Je pense que minimum Im-sama, les gars, c'est obligatoire. Je veux dire, à quoi ça sert d'avoir quelqu'un qui est capable de faire l'opération de Jouvence, de vivre 800 ans et de ne pas avoir eu cette opération. Et quand on dit immortel, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas mourir, ça veut dire qu'elle ne peut pas mourir de manière naturelle, elle ne peut pas vieillir. C'est ça, c'est ce type d'immortalité. Donc voilà, petite parenthèse. Ensuite, on va parler des autres doyens. Donc là, comme je vous disais, on a vu la manière dont Jay Garcia Saturne s'occupait
du domaine scientifique global et l'implication qu'il avait. C'est-à-dire que quand on l'entend parler à l'excargophone, quand il est tout seul, il discute et on voit très bien qu'il discute seul. Tu vois, il donne ses ordres seul. Il doit sûrement donner un compte-rendu à ses collègues, mais c'est lui qui gère la défense scientifique. C'est lui le dieu guerrier de la science et de la défense. Donc lui, il gère la protection des Tenryubito. C'est peut-être pour ça qu'il était là à God Valley. Peut-être les autres étaient là, mais lui, il a été mis en avant à God Valley parce que sûrement, il devait être là pour défendre. Tu vois. Et c'est à ça que doit servir son intérêt scientifique, à défendre. Tu vois. Et la meilleure défense, vous savez, c'est quoi? Donc, vous savez de quoi il est capable. Donc déjà, juste le fait qu'il pourrait être comment il s'appelle, la personne la moins forte, c'est juste la somme colossale de tâches qu'il doit remplir et l'importance qu'il a au sein du Gorosei. J'ai du mal à le mettre le moins fort, mais dans un shonen neketsu, on met tout le temps les moins forts en premier, on va pas mettre l'antagoniste final. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a leur tête depuis le début du manga, mais qu'on n'a pas la tête de Imusama. Donc voilà, continuons. Donc on a parlé vite fait de Conseil des 5 doyens, dieu guerrier de l'environnement. Donc l'environnement, c'est quoi? L'environnement, ça peut être énormément de choses. L'environnement, ça peut être en rapport... Vous connaissez ma théorie par rapport aux armes antiques. Comme je vous l'ai dit, on connaît que Poséidon, elle maîtrise les rois des mers, elle est capable de faire des... je ne vais pas rentrer en détail dans la théorie que je vous ai donnée, mais potentiellement, elle est capable de faire des raz-de-marée, de modifier les courants marins, etc. On sait que les hommes poissons sont déjà capables de le faire à petite échelle, donc ça ne m'étonnerait même pas que Shirahoshi, grâce au roi des mers, puisse contrôler la mer à l'échelle beaucoup plus grande et beaucoup plus importante. Et ça, je pense que c'est tout ce qui est tsunami, raz-de-marée, maelstrom, tout ça, je pense qu'elle pourrait être capable de faire... quelque chose de ce type-là. Donc ça veut dire que eux, ils ont dû créer des personnes, un gouvernement où chaque personne a un rôle au niveau des armes antiques. C'est pour ça qu'il doit y avoir 3 armes antiques. Et vu qu'on sait que Shirahoshi est capable de faire ça, je pense que... personnellement, c'est ce que j'ai dit dans la théorie, je ne veux pas rentrer en détail, mais juste, je pense que par exemple, Pluton est capable de faire la même chose, mais avec la Terre, genre de peut-être des séismes, peut-être de faire exploser des volcans, je sais pas. En plus, un volcan, ce qui est bien, c'est que ça peut aussi détruire des pays, mais ça peut aussi construire des pays, tu vois. On sait que par exemple, le Japon a été créé à partir du volcan du mont Fuji, quoi, le mont Fuji, tout simplement. Et du coup, Fujiyama, quoi, le volcan Fujiyama. Et du coup, on pourrait se dire que c'est pareil pour Uranus. Uranus, Uranos dans la mythologie grecque, dieu du ciel, etc., etc. Donc vous captez tout ce qui est ouragan, tornade, etc. Donc, les 3 éléments. Quelqu'un qui pourrait détruire la Terre avec des raz-de-marée, etc. Quelqu'un qui pourrait détruire la Terre avec des volcans, des tremblements de terre, etc. Et quelqu'un qui pourrait détruire la Terre avec... À chaque fois, c'est des catastrophes naturelles, tu vois. Uranus avec tout ce qui est ouragan, tornade, et j'en passe. Et j'en passe, des typhons, etc., etc. Donc, voilà. Ça, c'est ma théorie par rapport aux armes antiques. Et là, quand on voit, par exemple, Saint Marcus Mars, dieu guerrier de l'environnement, ça pourrait être lié à la défense, mais au niveau des armes antiques, quoi, des potentielles menaces, mais venant du climat, voilà. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est assez explicite pour vous. Ensuite, on a qui? On a Saint Topman, Warcury. Donc là, c'est Mercure. Conseil des 5 doyens, dieu guerrier de la justice. Donc là, c'est la justice. Donc lui, ça va être... Après, ouais, j'avoue, là, ça va être plus au niveau de choses qui existent réellement dans... Après, est-ce que c'est un lien avec leurs fruits du démon? Je sais pas, parce que Saturne, on dirait pas trop, tu vois. On dirait pas trop que c'est en lien avec ses fruits du démon. Par contre, Saint Topman Warcury, la justice... Peut-être que c'est en lien avec ces fruits du démon. Après, là, les 3 qui suivent, c'est là où c'est le plus dur. Donc, c'est des dieux guerriers, tous les 3. Et il y en a un, c'est la justice. Vénus Zero, c'est guerrier des finances. Et Jupiter, c'est dieu guerrier de l'agriculture. Donc, justice et finances,
comment trouver ça. Je pense que... Après, je pense que dans un groupe, il faut quelqu'un qui gère ce type de problème. Enfin, pour mener à bien tout ça. Donc, je pense que la justice, ça va être quelqu'un qui va gérer la justice dans le monde. Bon, c'est assez logique, tu vois. Donc, tout ce qui est Impel Down, les prisons, les prisonniers, tout ça, c'est lui qui va appeler, gérer et tout, à la manière de Saturne, qui lui gère tout ce qui est scientifique. Et Vénus Giro, lui, va gérer les finances. Et c'est lui qui va gérer les monnaies, les tribus célestes, gérer... tu vois, et ensemble, ils se concertent pour prendre des décisions sur l'ensemble des informations qu'ils ont chacun dans leur domaine. Et du coup, les finances, c'est tout ce qui est tribu céleste, tu vas gérer sûrement les 20 pays. La justice, ça va être tous les pirates, c'est lui qui va sûrement gérer qui va rentrer en tant que Shichibukai, qui ne rentre pas en tant que Shichibukai, etc. Et voilà, tu vois. Donc plein de possibilités par rapport à ça. Et on a Saint-Schaeffer Jupiter qui lui est dieu de l'agriculture. L'agriculture, agriculture, nourriture. Donc lui doit gérer peut-être la répartition dans le monde des ressources. Il doit, je sais pas, tu vois. Moi je pense que ça doit avoir un intérêt par rapport à la situation mondiale globale, tu vois. Parce que si le mec il est juste ingénieur agricole, c'est pas ouf. Mais si par exemple lui il gère toute l'agriculture dans le monde, récupère les ressources, les redistribue pour que eux ils puissent avoir un afflux constant de nourriture, couper peut-être les vivres à certaines personnes, peut-être qu'il serait responsable de certaines famines, tu vois. Et du coup là ça donnerait raison aux pays qui se révoltent. Pareil pour la finance, peut-être que certains pays sont coupés. Et pareil pour la justice, tu vois, les deux c'est pareil. Ils pourraient être justement victimes d'injustice au niveau de la justice, mais au niveau de la finance aussi. Et du coup, on attaquerait. Tu vois, c'est comme un plateau d'échecs. Chacun aurait des pièces et déplacerait ce qu'ils veulent pour contrôler le monde, justement. Quand quelqu'un parle un petit peu trop, comme le royaume de Luluzia, bam, on déplace les pièces, on coupe les vivres et on applique la justice divine. Donc je pense que tout ça a un but, et évidemment, au-dessus de tout ça, celle qui prend les décisions, Imusama, qui là, d'après cette image, a vraiment le visage fin, comme une femme, mais, ça m'étonnerait même pas que ce soit, regardez la forme bien ronde, que ce soit une forme type extraterrestre. Oh là, j'adorerais. Surtout qu'ils s'appellent tous Mercure, Vénus, Saturne, Mars et Jupiter. Ah, ça se peut les gars. Quelqu'un qui vient pas de cette planète et qui gouverne le monde illégalement, ça donnerait raison aux humains qui veulent se révolter. Surtout que eux-mêmes ne considèrent pas les humains comme étant leurs égaux, qui sont pas de la même race, ils sont pas des humains pour eux. Eux, ils sont des dieux et ça peut être justifié par ce fait-là. Donc à voir. On passe sur ça. On retourne sur notre partie analyse du scan, parce qu'on s'est un petit peu éloigné, mais j'avais envie de discuter un petit peu avec vous de toutes les informations qu'on avait par rapport à ce chapitre. Donc je suis pas mécontent, c'était quand même assez cool de discuter de ça avec vous. Et du coup, on va faire un petit recap, petite analyse, et on verra tout ce qui se passe dans le chapitre. Donc déjà, début de chapitre, les négociations entre Kuma et Saturne. Donc énorme. Je pense que Saturne a joué le coup de sa vie, dans le sens où il avait énormément besoin que Kuma accepte. Il avait énormément besoin que Kuma accepte. Pourquoi ? Parce que pour moi, Saturne, il négocie pas. Pour moi, Saturne, il dit, c'est simple. Soit tu acceptes, soit tu meurs tout de suite. J'en ai rien à foutre de ta fille, j'en ai rien à foutre de toi. Que tu le veuilles ou non, c'est moi qui décide. Et là, j'ai eu l'impression qu'il négociait dans le sens, ok, je veux bien accepter, mais à 3 conditions. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et à la fin, Kuma, il lui dit, ouais, mais non, moi j'ai besoin d'un truc. Et je veux que tu l'acceptes. Et lui, il dit, ok, c'est d'accord. Et le pire, c'est que d'après les informations qu'on a dans le présent, Saturne aurait soi-disant une parole. Et ça, c'est chelou. Ça, c'est bizarre. Comment ça, Saturne, il a une parole ? Il s'en bat les steaks, Saturne. Et d'ailleurs, on a toujours 0 information sur le fait est-ce que Saturne sait que Bonnie est une dragon céleste. Là, d'après les informations qu'on a, on dirait même pas. On dirait qu'ils sont même pas au courant que Bonnie est une dragon céleste. Du coup, on préfère rien dire, rien avoir à regarder avec ça. Mais c'est ultra choquant de savoir que Bonnie qu'ils savent pas, tu vois. Moi, je pense qu'ils savaient directement.
Et du coup, peut-être que Bonnie est la fille de Saturne, même si j'ai du mal à y croire. Mais franchement, j'ai besoin de, j'ai besoin de comprendre pourquoi Saturne ne sait pas cette information. Il sait qu'il est boucanier. Il sait que toutes les informations, il a des tops, des informations extérieures, même pour l'armée révolutionnaire, il est au courant. Mais pourquoi Bonnie, il ne le sait pas? Genre, il le sait pas. Il sait très bien que Ginny a fui quelque part, etc. Non, je sais pas en vrai. Ça se trouve, il sait rien du tout. Mais pour l'instant, il sait rien. Et tout le monde l'a protégé, donc c'est parfait. Et je pense que même Kuma, je pense qu'il a rien dit, Kuma. Je pense que Kuma, il a même rien dit à Vegapunk ou je sais pas qui, tu vois. Il a juste dit les informations qu'il fallait. Et d'ailleurs, c'est bien joué de sa part, parce qu'au final, ça va sûrement la protéger. Et je sais même pas si elle est au courant qui est son père. Et ça, c'est ouf. Ça se trouve, elle croit encore que Kuma est son père biologique. Et ça, ce serait fort. Qu'elle le découvre après, mais dans le présent. Ça serait très très fort de la part de là. Donc voilà, petit résumé pour cette petite partie. Ensuite, on a vu le passage de Vegapunk légendaire, j'ai adoré ce passage, où justement Kuma accepte malheureusement contre son gré, enfin il accepte donc c'est pas contre son gré, mais il accepte le fait que justement il puisse se sacrifier. Et que Vegapunk, lui, de son côté, là, ça fait un joli parallèle, une jolie opposition entre les deux. Le fait que Kuma accepte et que Vegapunk n'accepte pas. Déjà, Vegapunk, ça le fait remonter dans mon estime. Et malgré le côté scientifique, zéro émotion, tout pour la science, il a quand même un cœur. Et du coup, ça me rassure un petit peu par rapport à lui. Mais du coup, Vegapunk refuse de tuer. Ça, faut le noter. Vegapunk refuse de tuer Kuma. Et toute sa vie, tous les 2 ans là, où il va taffer sur le corps de Kuma, il aura dans sa tête, je ne veux pas le tuer, je ne veux pas le tuer, je veux pas être un meurtrier, ce n'est pas moi. Donc forcément, il a dû quand même réfléchir. Ouais, je suis Vegapunk, homme le plus intelligent dans le monde, mais il va pas se dire, est-ce que je pourrais trouver un moyen de pouvoir lui enlever sa conscience, mais de pas le tuer. Et du coup, je pense qu'il a trouvé ce moyen-là, et que c'est ce que Oda est en train de construire depuis 2 tomes. Je pense que c'est le même, je dirais même 15 ans par rapport à Kuma, on connaît toutes ces informations depuis. Mais je pense que Vegapunk et même Oda est en train de construire tout ce qui pourrait se passer par rapport à la résurrection de Kuma. Qu'il puisse revenir intègre et récupérer sa conscience. On a déjà analysé ça, on a déjà fait des théories par rapport à ça. Et je suis toujours d'accord avec moi-même par rapport à jusqu'à l'invalidation. Et par rapport au fait que la bulle de souvenir de Kuma, elle est calée dans un endroit. Et on a très bien vu que la bulle de douleur, si personne ne la prend, ne prend les dégâts, et ben la bulle revient à son propriétaire. Donc la question c'est, est-ce que la bulle de souvenir a les mêmes propriétés? Quand on voit un pouvoir du fruit du démon lambda, normalement, ça devrait être le cas. Et là, on sait très bien que c'est pas le cas, vu que ça fait maintenant 2 ans que Kuma obéit au gouvernement mondial et qu'il n'a pas retrouvé ses souvenirs. Donc, il y a plusieurs théories et plusieurs possibilités. Première théorie, donc la théorie là, que j'ai déjà dit plein de fois, c'est que justement la bulle de souvenir soit entre guillemets son âme, qui puisse redevenir intègre. Et en plus de ça, vu que son corps c'est un objet, et que l'âme, il l'a retirée, Bonnie, grâce à son pouvoir, qui est capable de remonter ou d'avancer le temps de quelqu'un, devenir vieux ou rajeunir quelqu'un, et on sait que ça c'est temporaire, mais on peut imaginer que sur les objets c'est pas temporaire, d'après sa phrase, d'après la manière dont elle a dit les choses. Et ça, ce serait carrément cohérent par rapport à la manière dont Oda fait les choses. Et du coup, il pourrait retrouver son intégrité physique, mais aussi son intégrité mentale, enfin son âme tout simplement. Donc juste pour ça, déjà, c'est la première théorie. Deuxième théorie, c'est que Kuma et Vegapunk a mis des ordres dans la tête de Kuma. Ça, on le sait déjà. Premier ordre, défendre le navire des Mugiwara. Ça, on le sait depuis très très longtemps. Ça, c'est même le gouvernement mondial a dit, mais wesh, il fait quoi Kuma? Il est sérieux dans sa vie? Pourquoi il doit obéir? Il a plus de conscience, mais il arrive à faire des missions bizarres. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième ordre, c'est l'ordre actuel. Là, actuellement, on a vu Kuma partir de New Kamaland, donc là où il y avait les dragons célestes, les révolutionnaires, pardon. Et du coup, les révolutionnaires n'étaient pas au courant de ses agissements ni de ses déplacements. Et là, dans le flashback, c'est encore plus confirmé. Même Dragon ne sait même pas le pacte qu'il a fait avec Saturne. Donc déjà, on sait que les révolutionnaires ne sont pas liés par rapport à cet ordre. Ensuite, quand on voit
quand il est arrivé à Marijois, ça, Oda, il a été très très fort. Il a été trop trop fort. Il aurait pu très bien trouver un moyen pour Kuma de passer par-dessus Redline sans avoir besoin de s'arrêter. Là, il a fait grimper Kuma par-dessus Redline. Il s'est battu avec les Tenryubito. Donc ça veut dire que les Tenryubito n'étaient pas au courant non plus de l'ordre qu'il y a dans sa tête. Et du coup, il a repris son élan pour partir quelque part. Et ce quelque part, on suppose tous assez facilement que c'est Egghead. Et du coup, quand on sait que ni le gouvernement mondial, ni les révolutionnaires n'est au courant de cet ordre et ne comprend pas les agissements de Kuma, on peut supposer que ces agissements, ils sont liés à Vegapunk. C'est lui c'est la seule personne, à part le gouvernement mondial, c'est la seule personne capable de mettre les ordres dans la tête de Kuma. Et cet ordre-là, quand on sait très bien qu'il a un ordre de cet Akabi, pourquoi mettre un ordre si ni le gouvernement mondial ni les révolutionnaires sont au courant? Pourquoi? Parce que c'est un ordre qu'on veut pas qu'il puisse se réaliser par rapport à ce que fait Kuma. C'est-à-dire que, pas par rapport à ce que fait Kuma, mais on veut pas que ce soit enfin, on veut pas que Gorosei ni les Dragons Célestes soient au courant de ce que Kuma pourrait faire. Donc quand on prend toutes ces informations-là, et qu'en plus on sait que Oda fait bien les choses, quand on prend toutes ces informations-là, on voit que quand Kuma va arriver sur l'île, il arrive avec un ordre qui n'est ni du gouvernement mondial, ni, je l'ai assez répété, ni des révolutionnaires. Donc c'est un ordre qui est plus lié à lui-même ou à Vegapunk. Et là, il y a deux questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui a déclenché cet ordre? On en a déjà parlé. Et quel est l'ordre en question? Quel est la mission de cet ordre, tu vois. Et première possibilité pour la première partie, pour moi, ce serait sûrement le fait que Bonnie soit rentré dans sa bulle de souvenir. Et là, quand on prend cette information, on peut comprendre assez facilement que si notre théorie par rapport au fait que la bulle de souvenir soit la dernière intimité de Kuma, peut-être que Kuma a mis ses derniers ordres pour que si jamais Bonnie vient, il vient et récupère son intégrité. Et sinon, pour la deuxième partie, on se demande, est-ce que Kuma... pourquoi Kuma... quelle est la mission actuelle de Kuma? Donc pour moi, la mission actuelle de Kuma, c'est de venir récupérer Bonnie et de partir en voyage. Enfin, ça c'est son rêve, mais c'est le but final de toute cette théorie, de toute ces ordres, etc., de toute cette machination, j'ai envie de dire. C'est le but de Kuma, de terminer sa vie avec Bonnie comme il a toujours voulu le faire et comme jamais il n'a pu le faire. Il n'a jamais été libre de sa vie et je pense que c'est peut-être le seul moyen et le seul moment où il pourrait être libre. Et pour ça, il a dû sacrifier énormément, comme le fait qu'il a dû laisser sa fille pendant 2 ans seule, il a dû laisser son intégrité, perdre son âme, etc. Et du coup, ce serait peut-être le dernier recours pour que Vegapunk puisse redonner conscience à Kuma. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que Vegapunk ne savait pas si ça allait marcher déjà premièrement, et Vegapunk ne savait pas non plus si c'était possible tout simplement. Et surtout par rapport à Vegapunk, c'est que il a promis de jamais le dire à personne, ni même à Bonnie. Donc ça reste cohérent par rapport à la discussion de Vegapunk et Bonnie. Donc tout ça, quand on voit tout ça, et en plus sachant que Bonnie aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, qu'elle a arrêté de pleurer par rapport à ce qu'elle a appris à God Valley, etc., etc., peut-être qu'elle a appris cette petite discussion entre Vegapunk et Kuma par rapport à ses souvenirs, et qu'elle se dit je vais peut-être retrouver mon père, entre guillemets. Ou peut-être pas, tout simplement, parce qu'on sait qu'elle a attaqué Saturne. Bon, peut-être que tout ça va tomber à l'eau. Mais je ne pense pas. Je tiens encore à préciser qu'il y a encore des zones d'ombre par rapport à ça. Et peut-être que Vegapunk a essayé sans prévenir Kuma parce qu'il ne voulait pas avoir la mort de Kuma sur la conscience. Et qu'au final, peut-être que ça n'a pas marché et qu'il fallait quelque chose de très spécial pour réussir. Et cette chose spéciale serait peut-être... que l'âme de Kuma rentre en contact avec Bonnie, et du coup, enfin la boule de souvenir du coup, peut-être son âme, peut-être ses souvenirs, je sais pas, et du coup le fait qu'il rentre en contact a peut-être déclenché quelque chose, un instinct de survie dans le corps de Kuma qui a
qui a envoyé l'ordre à Kuma de revenir et de protéger sa vie. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà, on en a terminé pour Vegapunk, Kuma et tout. Je vous ai donné toutes les tenants et les aboutissants par rapport aux ordres cachés, par rapport à la raison dont Oda a créé ces ordres cachés. Et du coup, on va continuer un petit peu, on peut parler un petit peu, enfin petite mention spéciale je dirais pour Borsalino qui était là, ami de Kuma, Borsalino ami de Vegapunk, Bonnie, Sentomaru, donc déjà ça c'est ouf. On en a pas vu beaucoup, mais vu qu'on a vu qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on sait très bien d'après les mots de Borsalino lui-même qui a dit j'ai pas envie de tuer des personnes que j'aime, donc c'est des personnes qu'il aime tout simplement. Et ça, faut le garder en tête, parce que ça aura peut-être un impact pour la suite, même si, malheureusement, j'en doute un petit peu. On verra bien dans tous les cas. Ensuite, on a quoi? On a Vegapunk qui travaille durement, hein, le parallèle avec Oda lui-même, le fameux dessin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était le fameux dessin que Bonnie dessine, ce sera la future voile de Kuma. Euh, et, euh, et après, je pense que tout ça, on en a parlé. Hein. Khalifa, je suis sûr que c'est Khalifa. CP8, après elle est passée au CP9 et maintenant elle est au CP... Ah, je suis pas sûr qu'elle est au CP0. Je suis même pas sûr qu'elle est au CP0. On verra. Et on terminera ce live avec les informations légendaires par rapport au monde de One Piece. Donc comme je disais, j'avais très peur. Enfin, je dirais pas très peur, mais j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop au fait que Oda puisse montrer le monde de One Piece à cette époque-là, vu qu'on est dans le flashback de Kuma, et d'après les informations qu'on a, d'après la vision qu'on a des précédents chapitres, on a vraiment la vision de Kuma par rapport aux événements qui se passaient. On avait quelques petites informations à droite à gauche, mais ça restait cohérent et ça restait restreint. On n'avait pas tout le monde entier. Et là, ce qu'il est en train de faire, d'ailleurs, ça me fait penser aussi que ça se peut que ce soit pas loin d'être la fin du flashback de Kuma, et peut-être qu'on aura d'autres réponses plus tard, parce que ça, habituellement, il le fait en fin de tome. Enfin, fin de, je dirais pas de tome, mais en fin de d'arc. En fait, il met toute l'arc, ce qui se passe, etc., genre Wano, et à la fin de Wano, on a les informations du monde. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, est-ce qu'il a changé de construction? Est-ce qu'il a fait ça pour faire un petit parallèle? Et j'ai l'impression que moi, il a changé, il a fait exprès de faire ça, en mode, il le fait là, maintenant, et qu'après, il y a encore des chapitres, trucs pour pas faire la même chose que d'habitude, qu'on voit dans le présent. Et du coup, le fait d'avoir ces informations et la réaction du monde entier par rapport à ces informations, c'est ouf, c'est lourd. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'il a l'habitude de faire ça, mais à Wano, c'est, je crois, le seul arc où il l'a pas fait. En plein milieu de l'arc, il a donné des informations par rapport à Barbe Noire, par rapport à plein de gens, donc je trouve ça bien fait. Entre les actes, acte 1, acte 2, acte 3, et entre les actes, il y avait un petit moment, je dirais, de latence, où on avait les informations du reste du monde en même temps que l'arc. Donc je pense que là, c'est la même chose. Du coup, il reprend les mêmes constructions. Vu que c'est des constructions améliorées, on avait les constructions du début de manga qui se suivaient, et en fonction des années qui passent, etc., il garde le meilleur et continue exactement comme la construction d'Oden avec le passé de Roger, etc. Il a refait pareil avec Kuma, avec God Valley, etc., etc. Donc tout était lié, tout était calé, et j'ai trouvé ça parfait. Vraiment parfait. Et là, il continue à faire ça. Donc, on va voir comment va se terminer tout ça. Donc, est-ce que le prochain chapitre, c'est la fin du flashback de Kuma? C'est extrêmement possible. Extrêmement possible. Mais, personnellement, je pense qu'on pourrait terminer le tome, ou pas loin de faire les 90% du tome, dans le flashback de Kuma. Donc voilà, je terminerai sur ces mots. Merci d'avoir suivi... Pardon. Ça, c'est parce que je parle trop. Merci d'avoir suivi ce live. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très très bientôt. D'ailleurs, je fais une petite pause pour vous dire que toujours 2 vidéos par jour. En fait, à cause du fait que j'ai été signalé par les droits d'auteur, la team YouTube, vous allez avoir moins de contenu, mon contenu va être moins mis en avant. Donc n'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à follow, parce que là, malheureusement, les stats vont baisser parce que j'ai enfreint les règles, entre guillemets, pour vous les gars, pour vous. Donc essayez de me le rendre comme vous le pouvez, et nous on se redit
à bientôt, très très vite. Donc sûrement à demain, peut-être à tout à l'heure si je suis déter pour la team jeux vidéo. Et dans tous les cas, on se voit très vite. Donc prenez soin de vous et à très très vite. Je vous remets la petite musique pour la fin du live. Et, euh, et voilà, je vais clôturer comme ça tout simplement. Allez, ciao les mecs, prenez soin de vous.